Aujourd'hui, on parle ressources naturelles, climat, économie, effondrement, innovation et méthodes scientifiques pour approcher ces différents enjeux. Ah ouais, rien que ça. Laisse-moi te raconter une petite histoire pour introduire tout ça. En 1972 sort The Limits to Growth, un livre dans lequel 3 scientifiques du MIT, spécialistes de la dynamique des systèmes, montrent, grâce à un modèle mathématique appelé World 3, que, en partant du principe que la planète possède une certaine capacité maximale à fournir certaines ressources dont l'humanité ne peut se passer, la volonté permanente de faire croître année après année la production industrielle semble mener à un effondrement de la production et de la population. Dit autrement, à condition que World 3 soit un modèle pertinent, il semble bien que l'obsession de la croissance infinie dans un monde fini ne mène pas à la stabilité. L'humanité ne semble pas gentiment atteindre les limites planétaires et stabiliser sa production et sa population autour de ce maximum. World 3 prédit un dépassement des capacités planétaires pendant un certain temps, puis un effondrement. Évidemment, dès 1974, le modèle World 3 est largement critiqué par les économistes issus du courant de pensée dominant, les néoclassiques, on dit aussi orthodoxes, qui n'ont pas été consultés pour la création de ce modèle, alors qu'ils se voient comme les spécialistes incontournables de la croissance. L'économiste qui tire le premier se nomme William Nordhaus. Il accuse les chercheurs du MIT d'avoir fait des prédictions infondées sans vérifier que leurs données correspondaient à la réalité et de n'avoir tenu compte ni du progrès technique, ni de la capacité d'adaptation de l'humanité permise par les marchés. Il les accuse également de faire des prédictions sur le très long terme, jusqu'en 2100, alors que les économistes ont déjà du mal à faire des prédictions correctes sur les 6 prochains mois et que l'avenir est fondamentalement incertain. Là où ça devient intéressant, c'est que si dans les années 70, les économistes orthodoxes s'intéressent très peu aux problématiques environnementales, il se trouve que le grand critique de World 3, Nordhaus, est justement le tout premier économiste néoclassique à penser que le réchauffement climatique est un sujet digne d'intérêt pour la discipline. En 1991, il publie un modèle appelé DICE, pour Dynamic Integrated Climate Economy, qui vise à estimer les dégâts du réchauffement climatique sur la croissance mondiale à l'horizon de la fin du siècle, voire même encore un peu plus loin. Son modèle est énormément repris, critiqué, amélioré par de nombreux économistes et par Nordhaus lui-même, ce qui lui vaut en 2018 le prix Nobel d'économie. Donc, résumé, Nordhaus critique la Team Limits to Growth pour avoir fait un modèle qui court jusqu'en 2100, mais il produit le même genre de modèle 20 ans plus tard. Pas le même genre de modèle, on va en parler. Mais oui, effectivement, un modèle de long terme. Bon, tout le monde a le droit de changer d'avis. Ce qui est intéressant, c'est que les approches et donc les conclusions des deux disciplines sont vraiment très différentes. Pour les ingénieurs du MIT, l'effondrement de la population est la conséquence d'une société industrielle qui cherche à produire toujours plus sur une planète finie. Pour Nordhaus, le réchauffement climatique provoqué par la société industrielle, c'est un problème plus ou moins grave qu'il faut résoudre par toujours plus de production et d'innovation. Les deux disciplines utilisent des modèles mathématiques simplificateurs, les deux disciplines sont d'accord pour dire qu'il faut intégrer l'environnement à nos modes de réflexion, mais leurs démarches et leurs résultats sont diamétralement opposés. Décrire les conséquences de l'épuisement des ressources pour les uns, proposer un chemin de croissance infinie et optimale pour les autres. Et dans cette vidéo, on va trancher le débat. Nordhaus versus la Team Limits to Growth, qui a raison, qui a tort, croissance infinie versus effondrement, le fight. Voilà, donc pas du tout. Comme tu vas le voir, le débat n'a jamais vraiment eu lieu. Donc nous, on va rien trancher du tout. Par contre, on va essayer de bien décrire les raisonnements des uns et des autres pour comprendre pourquoi les résultats sont si différents. Ça va aussi nous permettre de discuter un petit peu de modélisation. Bon, alors je te préviens tout de suite, ça va être long, mais j'ai découpé tout ça au maximum pour que ce soit regardable en plusieurs fois. Bon visionnage. Salut les kids! Dans notre contexte géopolitique actuel de multipolarisation des puissances, tout le monde sait qu'un conflit militaire peut éclater à n'importe quel moment. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place dans mon jardin un dispositif de survie pour être prêt à faire face à un conflit nucléaire d'envergure internationale. Ça, c'est des petits bois pour faire du feu l'hiver. Là, c'est les chocs à pic pour les petits déjeuners des gosses. J'ai aussi prévu 2 ans de réserve de farine sans grumeaux pour ma femme. Elle adore faire des quiches à la tomate et au petit lardon. Là-bas, c'est la niche du chien. Elle est entièrement climatisée. Et s'il veut se promener, il peut compter sur 8 km de laisse. Et puis parce que j'adore le riz basmati, j'en ai acheté 8 tonnes avec des seaux pour en bouffer des pleines plâtrées. De plus, parce qu'il y aura des secousses sismiques, j'ai prévu toute une réserve de verre en Pyrex pour boire de l'eau décontaminée en toute tranquillité.
On commence donc par le modèle World 3 du MIT. Au cœur même de ce modèle repose une hypothèse absolument centrale. Il existe des ressources naturelles non renouvelables, métaux, énergie fossile, terres émergées, que l'humanité utilise et épuise pour se développer. Les chercheurs du MIT n'essaient même pas de prouver que c'est vrai, c'est une simple hypothèse de raisonnement. Le monde est fini, les ressources qu'il abrite le sont donc elles aussi, l'humanité a besoin de ces ressources pour se développer et ne peut pas les remplacer, donc, par l'augmentation de la production industrielle, de la production de nourriture et de la population, l'humanité vide petit à petit le stock de ressources non renouvelables de la planète. Mais je comprends pas, si tu pars de cette hypothèse, le raisonnement est ultra simpliste. Le stock de ressources est fini, donc la population peut augmenter et s'enrichir jusqu'à ce que le stock soit vide, et après tout le monde meurt. Ouais, donc tu vas voir que c'est un poil plus compliqué que ça. Pour que tu comprennes bien, on va construire une version simplifiée de World 3. On a donc au départ un réservoir épuisable de ressources non renouvelables qui alimente une usine qui produit plusieurs choses. D'abord, ce qui se rapproche le plus de ce que les économistes appellent du capital. Le capital, c'est ce qui compose l'usine. Les ressources servent à fabriquer l'usine, à l'agrandir, à l'améliorer, à l'équiper, à la rendre plus efficace, etc. On a donc un réservoir à capital qui représente l'accumulation de toutes les infrastructures, outils, machines, connaissances, etc. Et qui peut soit se remplir, on construit toujours plus de choses, soit se vider, les infrastructures vieillissent, s'usent, tombent en panne, etc. Ah ok, on tient compte du vieillissement des machins qu'on accumule. Ouais. Ensuite, l'usine sert aussi à fabriquer des richesses. Encore un réservoir qui se remplit, mais qui se vide aussi à cause de l'usure. Et puis, l'usine fabrique aussi de la nourriture qui ne se stocke pas. Puisqu'on la mange et qu'il faut en produire tout le temps, je ne la fais pas tomber dans un réservoir. En revanche, pour produire de la nourriture, il faut utiliser des ressources renouvelables. Les poissons, la fertilité des sols, l'eau des fleuves, ces ressources sont représentées comme faisant partie d'un réservoir qui se vide au fur et à mesure que l'usine puise dedans, mais que la nature est capable de renouveler à un certain rythme. Pour terminer, il nous reste à placer le réservoir de population qui se remplit en fonction des taux de natalité et de mortalité, et il manque aussi un réservoir essentiel, mais je le garde pour plus tard. D'accord, donc là, tout ce qui sort de l'usine vient forcément de la nature. Ok, ressources non renouvelables et renouvelables, ouais. On fabrique du capital, de la bouffe, des richesses, d'accord. Et la population qui peut augmenter ou diminuer. Mais alors, comment on connecte le réservoir de la population au reste du système, là? C'est quoi l'idée? Plus il y a de bouffe et de richesses, plus on se reproduit? Ok, pour le moment, on a représenté les flux de matière. Maintenant, on va représenter les effets des différents éléments sur les flux de matière. Par exemple, plus on accumule du capital, plus l'usine est efficace pour prélever des ressources et les transformer. On a donc un effet positif de l'accumulation du capital sur les flux d'extraction de ressources et sur le fonctionnement même de l'usine. Cela dit, plus on puise dans les stocks de ressources renouvelables, moins la nature est capable de renouveler les stocks. C'est l'exemple des poissons. Plus on les pêche, moins ils ont le temps de se reproduire, donc moins il y en a. Voilà. Donc là, il y a un effet négatif du prélèvement des ressources renouvelables sur leur renouvellement. Il y a également un effet négatif du prélèvement des ressources non renouvelables sur leur prélèvement. Plus on vide les mines, les nappes phréatiques dans le désert et les réservoirs de pétrole, plus les ressources sont difficiles à trouver et à exploiter. Mais l'accumulation de capital, donc l'accumulation de machines sophistiquées et de connaissances, peut avoir un impact positif sur la capacité de l'humanité à extraire toujours plus de ressources non renouvelables et aussi sur la capacité de la nature à renouveler les stocks. On pourrait penser par exemple à l'amélioration des techniques de pêche qui permettraient d'épargner les poissons les plus jeunes qui n'ont pas encore eu le temps de se reproduire. D'accord, je vois flèche pleine, flux de matière, flèche pointillée, effet positif ou négatif sur les flux. Mais du coup, on n'a toujours pas connecté le réservoir à population là. Eh bien, l'augmentation des flux de nourriture et de richesse ont un effet positif sur le bien-être de la population, ce qui a un effet sur les taux de natalité et de mortalité. Ah ok, plus les mecs sont contents, moins ils meurent, et plus ils font d'enfants, donc plus la population... Ah bah non, d'ailleurs, plus on est riche, moins on fait d'enfants. Donc attends, effet positif sur la mortalité, mais négatif sur la natalité, non? C'est le principe de la transition démographique. Voilà, alors, les effets que j'ai représentés ici peuvent varier. Plus de richesse et de nourriture veut dire moins de mortalité jusqu'à un certain seuil. Pour les naissances, c'est pareil. Tant que les richesses ne dépassent pas un certain niveau, les femmes ont tendance à continuer de faire plus de 2 enfants. Donc, en fonction des flux et des niveaux dans les différents réservoirs, les effets vont se modifier.
Par exemple, si on a une augmentation de la population, celle-ci va aussi avoir un effet positif sur l'usine. Plus de travailleurs, ça permet d'accélérer les flux de production. Passé un certain seuil de richesse, la population se stabilise, ce qui supprime l'effet positif. Autre possibilité, si on investit de moins en moins, le réservoir de capital pourrait diminuer. Plus d'infrastructures qui s'usent que de renouvellement, du coup, le capital ne se cumule plus, les effets positifs du remplissage du réservoir deviennent négatifs, parce que maintenant le réservoir se vide, et évidemment, tout ça affecte les flux d'extraction de ressources, de production de nourriture et de richesse, ce qui affecte le bien-être, ce qui affecte la population, ce qui affecte l'usine, etc., etc. Tu vois l'idée. Les effets vont passer de positif à négatif en fonction du remplissage ou non des réservoirs et aussi en fonction de différents effets de seuil, de différents niveaux de remplissage des réservoirs. Et tous les effets s'influencent en permanence les uns les autres. Ah ouais, ok, ça va vite devenir le merdier là-dedans. Eh ben je te le fais pas dire. Et encore, ici on a largement simplifié un modèle déjà très simple, qui date des années 70, il y a 50 ans. Voilà à quoi ressemble le vrai modèle. Il est dispo en ligne, je t'ai mis un lien en description si tu veux aller t'amuser avec. Ah ouais. Ok, mais alors petit à petit on va vider le réservoir de ressources non renouvelables, et quand on arrive à zéro, il se passe quoi? Eh ben, on pourrait continuer de produire de la nourriture en maintenant un stock de ressources renouvelables suffisamment élevé. On prélève autant que ce que la planète peut faire pousser, la population reste stable, la quantité de capital et de richesse n'augmente plus, mais on arrive à recycler les choses et à améliorer au passage, donc les impacts sur le bien-être restent positifs. En gros, dans le meilleur des scénarios d'après ce modèle, les flux de matière atteignent un maximum indépassable, mais la qualité de vie moyenne peut continuer de s'améliorer grâce notamment au progrès technologique. Ok, la qualité de vie moyenne, mais pas la production de richesse. Alors la production de richesse mesurée en tonnes, en choses physiques. Si on mesure la production de l'usine en quantité de choses, le tonnage est limité par la somme de tout ce qui est recyclé, plus tout ce que la nature a su faire naître et pousser. On ne peut plus augmenter le poids de ce qui sort de l'usine année après année. Et attention à bien comprendre ce que ça veut dire, parce que dans un monde où on ne peut pas aller extraire plus de ressources pour fabriquer un nouveau smartphone au voisin qui n'en a pas, il faut forcément une âme charitable qui accepte de donner ou de faire recycler le sien. Quand les quantités n'augmentent plus, la question de la répartition des richesses devient absolument essentielle. On ne peut plus simplement garantir à ceux qui ont moins que le plus viendra d'une usine toujours plus grosse et performante. Il faut aller demander à ceux qui sont riches d'accepter d'avoir moins pour que ceux qui sont pauvres puissent avoir un peu plus. Et ça, c'est un véritable défi parce que depuis le début du capitalisme, donc disons depuis 250 ans, on a pris l'habitude, surtout dans les pays riches, d'avoir toujours plus, presque partout, chaque année. Ouais, bon, mais alors, il est où l'effondrement là? Finalement, le modèle nous dit juste que dans un monde aux ressources non renouvelables fini, on ne peut pas faire augmenter indéfiniment la quantité de marchandises qui sort de l'usine. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des maths pour déduire ça? Pour le moment, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que dans le meilleur des cas, la croissance industrielle humaine pourrait ressembler à une courbe en S. Démarrage plutôt lent, puis croissance exponentielle, puis ralentissement de la croissance jusqu'à atteindre un plateau. Le plateau signifie que tous les stocks de ressources non renouvelables ont été utilisés, ou plutôt que les ressources sont désormais trop difficiles d'accès. À moins de sacrifier d'autres usages de la matière, on ne peut plus augmenter la taille de l'usine. On peut toujours éventuellement l'améliorer, mais on est contraint de recycler l'existant. Il faut détruire pour construire. On ne peut plus fabriquer de nouveaux objets sans en détruire un autre. L'innovation est toujours possible, mais on se rapproche des limites des propriétés physiques de la matière. Les flux physiques générés par l'activité humaine ont atteint le maximum de ce que la planète Terre peut fournir. Ok, ouais, mais il n'y a pas d'effondrement. Et bien c'est justement à ça que sert le modèle World 3. Est-ce qu'on est sûr que l'activité humaine va tranquillement se stabiliser sur un plateau? Ne risque-t-on pas plutôt d'accélérer trop fort, de monter très haut en épuisant les stocks de ressources à toute vitesse, pour finalement se retrouver avec presque plus rien et être contraint de redescendre très vite et très fort? Ah ok, ouais. Donc, est-ce qu'on arrive au plafond et qu'on s'y colle gentiment, ou est-ce qu'on passe carrément au travers pour ensuite retomber lamentablement, quoi? C'est ça. Et c'est là qu'on va rajouter notre dernier réservoir pour finaliser le modèle, la pollution persistante. Cette pollution est un sous-produit de l'activité humaine. Elle peut prendre différentes formes, perte de biodiversité, pollution atmosphérique, dégradation des sols, acidification des océans. Quelle que soit cette pollution, si sa production peut être combattue et atténuée, c'est le rôle de cet effet-là, l'amélioration des techniques de production, elle ne peut en aucun cas être totalement supprimée.
Alors attention, c'est la production de pollution par l'activité humaine qui ne peut pas être supprimée, mais la pollution elle-même peut être absorbée par les écosystèmes, d'où ce flux-là. Mais forcément, si cette flèche-là est plus importante que celle-là, eh bien la pollution a tendance à s'accumuler. Et le truc relou, c'est que l'accumulation de la pollution, parce qu'elle détruit les écosystèmes, réduit la capacité de la planète à absorber cette même pollution. Et puis aussi, en s'accumulant, la pollution réduit la vitesse à laquelle les ressources renouvelables se renouvellent. Elle réduit les rendements de la production de nourriture, elle endommage le capital, elle a un effet négatif sur le fonctionnement de l'usine et sur le bien-être. Oula, ah ouais, il y a du négatif dans tous les sens là d'un coup. Bon alors, l'intuition derrière le modèle, c'est que la pollution n'a que des effets négatifs. Passé un certain seuil, la pollution ne fait que peser sur l'activité humaine pour faire redescendre la production de l'usine à un niveau soutenable pour la planète. Et le seul moyen pour l'usine monde de résister à cette pression tout en continuant la croissance de la production de richesses physiques, c'est de prélever toujours plus de ressources, toujours plus vite. Il faut en permanence accélérer pour permettre et l'enrichissement et la lutte contre les effets négatifs de la pollution. Cette accélération constante provoque l'apparition de trajectoires exponentielles qui vident les réservoirs de ressources à toute vitesse. Sauf que plus les réservoirs de ressources se vident rapidement, plus la difficulté d'extraction augmente, plus la pollution pèse lourd, ralentit le système et finit par gagner son combat. La production s'effondre, la famine et les maladies s'installent et la population diminue rapidement et fortement. C'est l'effondrement. Voilà le genre de graphique que produit World 3. Ah ouais la vache, donc effondrement pour 2030 ? Dans 10 ans ? C'est pas la joie là. Mais c'est fiable ce truc-là ? Les mecs ont des bonnes estimations des différents paramètres ? Voilà, alors, attention à la surinterprétation. On ne sait pas si World 3 capture correctement la mécanique du développement humain et ses interactions avec l'environnement. Cela a-t-il un sens d'avoir un unique réservoir à ressources non renouvelables, dans lequel on met pêle-mêle l'acier, l'aluminium, le cuivre, le pétrole, les terres émergées et tout le reste ? C'est quand même très simplificateur. Pareil pour la pollution, on met toute la pollution dans le même sac, mais il y a des tas de formes de pollution différentes, avec des effets différents, à différents endroits du système. Est-ce que World 3 envisage correctement les effets positifs et négatifs ? Est-ce qu'il n'en oublie pas certains ? Est-ce qu'il n'en surestime pas certains ou sous-estime d'autres ? Dans beaucoup de cas, on n'a pas vraiment de réponse à ces questions. Donc attention, World 3 est un modèle très stylisé. Il ne fait pas de prédiction, il propose différents scénarios dans lesquels les humains se comportent de telle ou telle manière et on voit ce que ça donne. Il se trouve que dans le modèle, quand on fait des scénarios où les humains cherchent constamment et obstinément à augmenter les flux de matière qui entrent et sortent de l'usine, donc quand le productivisme domine le monde, eh bien on aboutit toujours à un effondrement de la production et de la population. Et même quand on change certaines variables clés, on augmente la quantité de ressources, on augmente les effets positifs de l'innovation, on diminue les effets de la pollution, et on retombe quand même toujours sur un effondrement. Ce que semble nous dire World 3, c'est attention au productivisme. Sur une planète aux ressources finies, c'est peut-être dangereux de se fixer comme objectif qu'on veut toujours plus chaque année. Le risque d'effondrement n'est pas négligeable. Mais World 3 ne prédit pas qu'il y aura un effondrement, et encore moins la date de cet effondrement. D'accord, donc il faut mettre des guillemets de partout. Si tant est que le modèle décrive correctement l'environnement, le fonctionnement de notre usine et les interactions entre les deux, il semblerait bien que la croissance qui augmente tous les ans, ça nous emmène pas trop vers un scénario de courbe en S, quoi. En partant du principe qu'il existe bien un plafond à pas dépasser pour que la planète puisse supporter notre population et nos activités de production, il semble bien que l'humanité va pas gentiment aller se coller au plafond. Elle risque de traverser le plafond, pomper tout ce qu'elle peut pomper en polluant en passage et puis finir par s'écraser. C'est ce que montre le modèle, oui. Dans World 3, tant que l'humanité cherche à produire toujours plus sans essayer de visualiser le plafond pour volontairement ralentir à son approche, alors elle continue d'accélérer, passe au travers, grimpe encore un peu et finit par se casser la figure. Et cet effondrement intervient essentiellement parce que dans le modèle, le développement humain, donc très rapide, et les effets négatifs de la pollution et de rareté des ressources qu'il engendre, qui rétroagissent sur le système avec un certain retard et qui s'accumulent petit à petit, suivent des trajectoires exponentielles. Les effets négatifs du développement humain, connectés à des réservoirs qui se remplissent ou se vident, peuvent devenir très puissants très rapidement alors que jusqu'ici on n'avait pas réellement senti les effets. Cette manière de modéliser le système lui donne une inertie énorme et suppose que l'action de l'humanité à l'instant T, si elle veut éviter l'effondrement, doit être pensée sur le long terme. World 3 décrit l'usine monde comme étant un genre de paquebot qui a mis du temps avant de démarrer mais qui est maintenant lancé à pleine vitesse et qui a un tout petit gouvernail. Voir l'iceberg arriver alors qu'il est plus qu'à 20 mètres de vent ne laisse pas le temps à l'humanité de volontairement ralentir ou de changer de cap.
Encore une fois, ce que montre World 3, c'est que si le modèle est pertinent malgré toutes ces simplifications, ce qui n'est pas du tout évident, et notamment si l'humanité ne peut pas se passer de certaines ressources non renouvelables, présentes en quantité finie sur Terre, alors il est probable que plus l'humanité cherche à augmenter sa production, plus elle risque l'effondrement. Ce risque diminuerait uniquement si l'objectif de l'humanité était différent de la recherche perpétuelle de l'augmentation de la production. Ce qui est pile ce qu'on fait, non? Plus de PIB, c'est plus de production. Plus de PIB, c'est plus de revenus. Le PIB mesure la valeur de ce qui sort de l'usine. Et donc, on pourrait imaginer ce qu'on appelle un découplage. La quantité mesurée en tonnes de ce qui sort chaque année de l'usine est la même, voire même elle peut diminuer, tandis que c'est la valeur de ce qui en sort qui augmente. Sauf que, pour le moment, personne ne fait la différence entre plus de tonnes et plus de valeur. Les deux sont entremêlés et font l'un comme l'autre partie des objectifs des entreprises. Autrement dit, le PIB ne permet pas de s'intéresser au flux physique compté en tonnes, ce qui signifie qu'on ne surveille pas du tout le plafond, si tant est qu'il y en ait un et qu'on puisse le définir, ni même la vitesse à laquelle on arrive dessus, ou encore si on l'a déjà dépassé. Bon, on a mis des guillemets de partout, mais ça reste quand même assez déprimant, tout ça. Heureusement qu'on a une critique des économistes. Alors, pourquoi ils pensent que c'est nul, World 3 ? Dans la première partie, on s'est intéressé au modèle World 3 développé par des dynamiciens des systèmes du MIT. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les principales critiques du modèle faites par des économistes. Ça va nous permettre de comprendre comment raisonnent les économistes néoclassiques et ce sera une bonne introduction pour parler de leur modèle à eux. Alright, allez vas-y, je suis chaud. Pourquoi World 3 c'est du caca? C'est maintenant. Alors tu vas voir que l'essentiel de la critique est avant tout idéologique et méthodologique. Les économistes vont critiquer World 3 sur trois aspects principaux. Premièrement, ils essaient de montrer que World 3 ne correspond pas aux données. Nordhaus va notamment produire ce graphique où il a positionné différents pays en fonction de leur PNB par habitant, un produit national brut, c'est quasiment la même chose que le PIB, et de leur taux de natalité net, c'est-à-dire le taux de natalité moins le taux de mortalité. Sans grande surprise, on constate que plus les pays sont riches, plus les taux de natalité net sont faibles. Ok, alors attends une seconde, plus les pays sont riches, plus le taux de natalité net est faible, ce qui veut dire que plus les pays sont riches, plus la population a tendance à stagner. C'est ça. Ensuite, Nordhaus prend l'équation de World 3 qui permet de décrire la relation entre le taux de natalité net et le PNB par habitant, et il obtient cette relation-là. Plus le PNB augmente, plus le taux de natalité net augmente aussi, ce qui est totalement contraire aux données. Nordhaus conclut que World 3 est un modèle qui fait des mesures sans regarder les données réelles. Measurement without data. Ah oui, effectivement, c'est l'erreur de débutant là. Le modèle montre carrément l'inverse de ce qu'on observe. Sauf que l'auteur du modèle initial utilisé dans The Limits to Growth, Jay Forrester, répond la chose suivante. En fait, l'équation qui décrit la relation entre le taux de natalité net et le PNB par habitant dépend de 4 variables. Le taux de natalité est fonction de la richesse par habitant, de la production de nourriture, de la pollution et de la densité de population. Nordhaus a produit cette courbe en raisonnant toutes choses égales par ailleurs, quelque chose qui se fait fréquemment en économie. Il a figé la variable de nourriture, de pollution et de densité pour ne faire bouger que la variable de richesse par habitant. Mais Forrester répond que c'est impossible de raisonner comme ça. World 3 est un modèle de dynamique des systèmes. Il est conçu pour que toutes les variables interagissent en permanence les unes avec les autres. Or, si on fait augmenter les variables de richesse par habitant en laissant toutes les autres variables bouger aussi, eh bien on obtient ceci. Le taux de natalité net chute alors que la richesse par habitant augmente. Le modèle est donc parfaitement en accord avec les données observées. Ah oui merde, en fait c'est Nordhaus qui n'a pas compris le modèle. Alors, c'est plus compliqué que ça, la critique est pas sans fondement, c'est intéressant de comprendre les limites d'un modèle. Ici, World 3 ne décrit plus certaines dynamiques observables quand on fige certaines variables. C'est bon à savoir, mais ça ne disqualifie en rien le modèle. C'est plutôt ça qu'il faut retenir. Nordhaus a montré une limite du modèle, on ne peut pas l'utiliser en raisonnant toutes choses égales par ailleurs, mais il n'a pas démontré que le modèle était non pertinent. Ouais, ok, si tu veux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, deuxième critique, World 3 ne tient pas compte du progrès technique. Alors, pour un économiste, la croissance est perçue de cette manière-là. On a un réservoir à capital qui regroupe la valeur des usines, des infrastructures, des machines, des outils, etc. et un réservoir de travailleurs qui contient la population en âge de travailler. L'association de ces deux facteurs de production permet l'apparition du PIB. Ce PIB se décompose en deux sous-parties, les biens et services de consommation, qui sont donc
consommés par la population, et les biens et services dits d'investissement qui viennent remplir encore un peu plus le réservoir de capital. Donc, parce qu'on remplit toujours plus le réservoir de capital, on arrive à faire toujours plus de PIB année après année. En partie, oui. C'est aussi grâce à l'augmentation de la population qui, dans les modèles économiques, augmente plutôt en fonction des prédictions des instituts statistiques. Et aussi grâce à un facteur d'innovation qui grandit un peu tous les ans et qui accroît la productivité du capital et du travail. Or, dans le modèle World 3, seule la population et le capital semblent influencer la capacité de l'usine à produire toujours plus. On le voit ici, les seuls effets positifs sur l'usine viennent du capital et de la population. On ne voit pas d'effet positif venant d'un facteur d'innovation. Mais si on néglige l'innovation, on a une usine qui pollue plus que la réalité. On néglige la capacité de l'humanité à réduire les flux de pollution et à combattre les effets négatifs de cette pollution. Ok, d'accord, si on loupe l'innovation, on sous-estime grandement la capacité d'action de l'humanité sur tout, et donc notamment la pollution. Sauf que là encore, il y a mécompréhension, il y a un problème de méthode. Pour les économistes, il faut écrire innovation multipliée par fonction du travail et du capital égale PIB. Maintenant, si j'ai plus 5% de capital d'une année sur l'autre, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a eu ni innovation ni recrutement de nouveaux travailleurs, alors j'aurai moins de plus 5% de PIB. Par exemple, plus 3%. Les économistes considèrent que accumuler uniquement du capital mène bien à une augmentation du PIB, mais avec des rendements décroissants. Donc, si on veut avoir une super croissance économique, par exemple plus 7%, en ne touchant pas à la variable de travailleurs, alors il faut avoir de l'innovation. Tu vois l'idée ? Ouais, continue, on verra bien. Dans le modèle de Forrester, à première vue, il n'y a pas de facteur d'innovation. Le PIB est fonction du travail et du capital, seulement. Mais, si je fais plus 5% de capital, alors mon PIB fait plus 7%. Pourquoi ? Parce que World 3 considère que accumulation du capital et innovation vont forcément de pair. Plus on accumule rapidement du capital, plus on fait d'innovation. Et inversement. Ah, donc l'innovation est planquée dans l'accumulation du capital. Alors que pour les économistes, c'est une variable séparée, quoi. Voilà. Et la critique, c'est que pour les économistes, on peut avoir une forte innovation avec peu, voire pas d'accumulation du capital. Les deux variables sont complètement séparées. Elles ne s'influencent pas. Mais dans World 3, dès que l'accumulation du capital ralentit, ce qui arrive quand la pollution s'accumule et que les ressources s'épuisent, eh bien l'innovation ralentit elle aussi. Donc dans World 3, l'humanité ne peut pas faire une pirouette technique pour se sortir de la mouise quand la croissance ralentit. Parce que le potentiel d'innovation est lié à l'accumulation du capital. Alors que, en utilisant la méthode des économistes, en séparant les deux variables, on pourrait peut-être envisager cette pirouette. Donc la critique, c'est juste que les économistes n'envisagent pas l'innovation de la même manière que les doutes qu'ont fait World 3. C'est ça, c'est une critique justifiée dans le sens où c'est intéressant de pointer cette différence, mais c'est toujours pas une critique qui discrédite World 3. L'équipe Limits to Growth propose de faire dépendre l'innovation de la production de machines. Plus on en produit vite, plus on apprend vite, et inversement. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais les économistes n'ont pas le monopole des hypothèses. Et comme l'innovation n'est pas quelque chose qui se mesure, quelle unité on pourrait utiliser pour mesurer ça, eh ben on a juste deux approches différentes. Bon, ok, fine. On a autre chose ? Troisième critique, le rôle des prix et des marchés. Pour un économiste, il n'y a aucune différence entre ressources renouvelables ou non et capital. Une mine de charbon, c'est du capital, une forêt, c'est du capital, un camion, c'est du capital, un bâtiment, c'est aussi du capital. Mis à part le travail, il n'y a que du capital qui se mesure en dollars. Plus dans le réservoir à capital on manque d'une forme de capital en particulier, plus son prix augmente, ce qui finit par pousser les entreprises à s'intéresser à une autre forme de capital, désormais moins chère. Or, comme le réservoir de capital ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des années qui passent, on ne peut jamais manquer de rien pour nourrir le PIB. La croissance continue toujours, quoi qu'il arrive. Ouais, ok, un exemple ? Eh bien, si on manque de pétrole, la demande devient très forte, le prix grimpe, les entreprises comprennent que ça coûte moins cher de passer à autre chose que de continuer à utiliser du pétrole, elles passent à autre chose et on continue la croissance. Ah oui, genre on passe à l'éolien ou au solaire. Alors non, attention, les modèles économiques ne disent pas par quoi on remplace une forme de capital. Ils posent comme hypothèse que toutes les formes de capital sont remplaçables et que les signaux de remplacement sont envoyés par les prix sur les marchés. Quand ça devient cher parce que c'est de plus en plus difficile à produire, et d'ailleurs pour le pétrole, c'est pas du tout évident que ça le devienne, c'est que c'est le moment de passer à autre chose. Et on suppose que le autre chose
existe forcément. Que ce soit du pétrole, du cuivre, de l'eau douce des fleuves, tout est remplaçable. D'accord, donc on voit pas les goulots d'étranglement causés par des ressources que la technique sait pas remplacer, quoi. On pose comme hypothèse dès le départ que tout est remplaçable. Voilà, et c'est pour ça que la critique manque sa cible. Les économistes disent, vous obtenez un effondrement parce que vous n'avez pas mis de marché et de prix dans votre modèle World 3. Si vous l'aviez fait, vous auriez vu que les marchés permettent d'envoyer des signaux de prix qui indiquent aux entreprises quand il faut arrêter d'utiliser une forme de capital pour la remplacer par une autre. Donc les économistes disent, vous vous focalisez sur les ressources non renouvelables alors que les marchés, en faisant augmenter les prix de ces ressources, vont systématiquement nous permettre de passer à autre chose. Mais ce raisonnement ne marche que si tu poses comme hypothèse de départ que les ressources naturelles sont du capital et que toutes les formes de capital sont substituables. Donc il est techniquement possible de toujours passer à autre chose. Or, World 3 est justement un modèle qui pose comme hypothèse de départ que c'est pas possible, que capital et ressources ne sont pas la même chose, et que l'un ne peut pas se substituer à l'autre. On peut passer d'une ressource à l'autre, ça oui, World 3 le permet puisqu'il fait pas de différence entre les différentes formes de ressources, mais le réservoir se vide, et donc à un moment donné, il y en a plus, ou alors elles sont trop difficiles d'accès, ou trop rares. Et là, posséder une armada de machines, le capital, ne change rien au fait que l'usine ne dispose plus des matières premières dont elle a besoin pour produire des richesses. Ah ouais, donc en fait, les économistes critiquent l'hypothèse de départ du modèle. Voilà, mais sans trop s'en rendre compte. En fait, ils oublient que les signaux de prix fournis par les marchés ne permettent de maintenir la croissance que si on fait l'hypothèse de départ que ressources et capital sont une seule et même chose, et que toutes les formes de capital sont substituables. Et comme World 3 ne fait pas cette hypothèse, lui ajouter des marchés ne changerait rien. Mais du coup, partir de l'hypothèse des économistes, ressources et machines sont du capital, toutes les formes de capital sont substituables, le réservoir ne fait que se remplir, n'a pas plus de légitimité scientifique, voire même sûrement un peu moins, que de partir de l'hypothèse ressources et machines ne sont pas la même chose, le réservoir à ressources, lui, se vide. D'accord, bon. La troisième critique tombe à l'eau aussi, quoi, génial. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors il nous reste à bien rappeler que ce qu'on a expliqué ici, ce n'est pas que World 3 est le bon modèle, qu'il a nécessairement raison. World 3 est un modèle très simplificateur, qui fait de nombreuses suggestions non testables. On a juste expliqué que la critique des économistes ne le discrédite pas. On a affaire à deux disciplines qui ne raisonnent pas de la même manière. Et maintenant qu'on a parlé de World 3, il nous reste à comprendre le fonctionnement du modèle des économistes, DICE, qui a valu à Nordhaus le prix Nobel en 2018. Nous voici donc désormais dans le monde des économistes avec le modèle de Nordhaus qui s'appelle DICE, qu'on a d'ailleurs commencé à décrire dans la partie précédente. On l'a déjà expliqué, les économistes ne font pas de la différence entre ressources et machines, entre matières premières et infrastructures. Pour eux, il n'y a qu'un seul gros réservoir à capital dans lequel on additionne la valeur de toutes les usines, machines, outils, mines, terres agricoles, engins de transport, bâtiments, infrastructures, etc. On a aussi un réservoir à population, dont le remplissage ne dépend pas du modèle. La population évolue selon les prédictions des Nations Unies. Capital et population sont des facteurs de production qui permettent de produire du PIB, qui se compte en dollars et qui se divise en deux parties. La valeur des biens et des services de consommation et celle des biens et des services d'investissement. Et bim, la partie investissement permet de remplir le réservoir du capital. C'est ça. Ensuite, l'ensemble de la valeur du PIB s'en va remplir un réservoir de bien-être par personne. Plus le temps passe, plus la population augmente, plus le réservoir de capital augmente, plus le réservoir de bien-être par personne augmente aussi. Que des réservoirs qui se remplissent du coup, aucun réservoir de ressources naturelles qui se viderait, par exemple. Et non, et ça c'est la grosse différence avec World 3. Il n'y a que du capital qui a une valeur qui s'exprime en dollars. L'usine n'est pas alimentée par quoi que ce soit, il n'y a pas de flux de ressources ou de matières premières qui entrent dans l'usine pour que celle-ci puisse produire. L'usine fait apparaître des richesses comptées en dollars grâce aux effets positifs du capital, du travail et de l'innovation. Et chaque forme de capital est nécessairement remplaçable, substituable, par une autre forme de capital. Quand une forme de capital, que ce soit une ressource renouvelable ou une machine qu'on n'arrive plus à produire, devient trop chère, on la substitue par une autre forme de capital.
Et donc du coup, plus on fait de la croissance, plus on a accumulé du capital, plus on est capable de substituer tout et n'importe quoi. Pour un économiste qui raisonne dans le cadre d'un modèle comme DICE, la croissance économique qui permet l'accumulation du capital est le meilleur moyen de se protéger de la rareté des ressources naturelles qui ne sont jamais que des formes spécifiques de capital. D'accord, je vois, tout est remplaçable dans le capital. Donc plus j'en ai, plus je peux facilement remplacer une forme de capital qui viendrait à manquer par une autre. C'est ça. Et pas besoin de contraindre, de réguler, d'interdire ou de taxer. Le marché se charge de tout grâce aux variations de prix. Ah bah oui, forcément, la perfection des marchés, tout le monde connaît ça. Bon alors maintenant on rajoute un autre réservoir qui se remplit, c'est celui de l'atmosphère qui se charge en CO2. CO2 qui provoque un réchauffement climatique qui lui-même vient réduire le PIB. Tu peux imaginer que l'usine de production mondiale est de plus en plus impactée par un réchauffement climatique qui s'intensifie. Ok, donc accumulation du capital, augmentation de la population et innovation, effet positif sur le PIB, mais remplissage du réservoir de CO2, donc réchauffement climatique, et là, effet négatif sur le PIB. Bon, alors, à quelle question permet de répondre DICE? Eh bien, premièrement, DICE a un objectif de maximisation du bien-être par personne. On veut tester différents scénarios sur des périodes de temps données, et pour lesquels on va mesurer le remplissage du réservoir de bien-être. Plus le réservoir est rempli, plus le scénario est attractif. Donc le bien-être, c'est juste le PIB par personne. Les inégalités, ça compte pas. Le bien-être issu de toutes les activités non marchandes, ça compte pas non plus. Les potes, la famille, les oiseaux qui chantent, les balades en forêt, on tient pas compte. Non, effectivement, le meilleur scénario est celui qui maximise l'activité économique. Ensuite, on va imaginer que l'humanité peut choisir de sacrifier du PIB pour combattre le réchauffement climatique via des investissements verts. Donc, les investissements verts ont un impact positif sur les émissions de CO2, on met en place des technologies qui permettent de brûler moins d'énergie fossile, mais ces investissements ont un impact négatif sur la capacité de production de richesse de l'usine. Ils représentent une forme de capital moins productif de richesse que le capital émetteur de CO2. Et l'idée évidemment, c'est que l'effet négatif des investissements verts ne doit pas excéder les effets négatifs du réchauffement climatique. Alors là, j'avoue que je comprends pas pourquoi il y a un effet négatif des investissements verts. Pourquoi ça générerait pas du bien-être? Entre une usine qui fabrique une plateforme pétrolière et la même usine qui fabrique des éoliennes, pourquoi dans un cas ça génère du bien-être et pas dans l'autre? Alors c'est pas que ça génère pas de bien-être, c'est juste que ça en génère moins. Dans le modèle, si on a une usine qui fabrique des plateformes pétrolières, c'est forcément que les prix sur les marchés ont indiqué aux propriétaires de cette usine que c'était la meilleure chose à faire pour maximiser la production de richesse. Dans le modèle, il n'y a que des agents rationnels qui, en observant les prix sur les marchés, connaissent toutes les informations sur tout. Si les investissements verts étaient maximisateurs de PIB, les marchés les auraient déjà sélectionnés. Donc inciter des actionnaires à transformer leur usine, c'est forcément les obliger à faire un choix sous-optimal. On les oblige à faire un truc que les marchés ne leur ont pas dit de faire. Donc la productivité de cette usine n'est pas aussi bien allouée que si on avait laissé faire les marchés et donc on se retrouve avec un système tout entier qui produit moins de richesse, donc moins de PIB. Ouais, c'est capillotracté, non? Si on se lançait dans un Green New Deal, c'est quand même pas dit qu'on aurait moins d'activité économique? Bah, dans un modèle néoclassique, si. C'est ça la suite logique des hypothèses posées pour construire le modèle. Individu rationnel, information parfaite, rendement décroissant, concurrence parfaite égale marché efficient qui alloue parfaitement le travail, donc pas de chômage, et le capital. Il est impossible de faire mieux que l'existant. On en a déjà parlé la dernière fois dans cette vidéo. Ouais, non mais je me souviens. Ouais. Donc en gros, d'un côté, on regarde combien le réchauffement climatique nous fait mal au PIB si on laisse le climat se réchauffer de 2, 3, 4, 5 degrés, etc. Et puis de l'autre, on estime combien de PIB on sacrifie par degré de réchauffement climatique évité. Et donc il faut équilibrer la balance. D'un côté, la maladie, le réchauffement climatique, qui nous coûte du PIB, du bien-être, et de l'autre, le médicament, les investissements verts, qui eux aussi nous coûtent du bien-être parce qu'ils déstabilisent les marchés. Donc finalement, le modèle permet d'éviter de prendre trop de médocs ou au contraire, de laisser la maladie trop s'installer. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une analyse coût-bénéfice. Coût des investissements verts sur le PIB par rapport au bénéfice d'une réduction des émissions sur le PIB. Mais alors du coup, comment on fait pour savoir à quel point la lutte contre le réchauffement climatique perturbe les marchés? C'est quoi les données qu'on peut aller voir pour estimer un truc pareil? Et aussi pour l'impact du réchauffement climatique sur le PIB, quel genre de données on pourrait aller voir pour estimer à quel point le réchauffement climatique pourrait nous faire mal au PIB? Eh bien c'est à cette question qu'on va s'attacher de répondre dans la prochaine partie.
Dans la partie précédente, on a décrit le fonctionnement global du modèle de Nordhaus DICE. Et dans celle-là, on va s'intéresser à sa calibration. Comment s'assurer que le modèle nous calcule le bon compromis entre dégâts du réchauffement climatique et coût des investissements verts. Avant de commencer, je précise que comme pour World 3, je t'ai mis en description le lien de la version web de DICE. Comme ça, tu pourras aller tripoter les variables pour voir un peu comment les scénarios se dessinent si ça te tente. Mais en gros, il y a 4 variables clés pour calibrer le modèle. La première, c'est la vitesse à laquelle le PIB se décarbone tout seul. Regarde cette courbe, c'est l'historique de l'intensité carbone du PIB mondial. On voit qu'en 1950, on émettait 600 grammes de CO2 pour fabriquer 1 dollar de PIB. Aujourd'hui, on en est à 330 grammes. C'est essentiellement un phénomène de tertiarisation. Les services, moins émetteurs de CO2 que l'industrie et de plus en plus valorisés, prennent de plus en plus de place dans la création de richesses. La question est la suivante. Si on ne fait aucun effort, aucun investissement vert qui sacrifie du PIB, comment va continuer d'évoluer cette courbe? Est-ce que ça va évoluer plutôt comme ça, comme ça, comme ça? Eh ben, j'en sais rien. Eh ben, t'es pas le seul, mais il faut bien faire une hypothèse pour poursuivre le raisonnement, et c'est donc ça la première variable. Variable numéro 2, maintenant qu'on a fixé la trajectoire de décarbonation naturelle du PIB, on va faire apparaître le taux de croissance mondial pour les 80 prochaines années. Ah oui, parce que du coup ça aussi c'est une variable, donc variable 0, sans réchauffement climatique ni investissement vert, quel aurait été le taux de croissance du PIB sur les 80 prochaines années? Personne n'en sait rien, crise financière, pandémie, pic pétrolier, mettons 2% par an. Bah dis donc, ça a l'air précis ton truc. Ah bah oui, c'est sûr que c'est pas de la physique quantique, on fait ce qu'on peut. Bon, alors, la variable numéro 2, c'est si on veut que l'intensité carbone diminue de cette manière-là, cet angle alpha là, qui permet de faire chuter la courbe plus rapidement, il coûte combien de points de croissance par an? Sachant que sans rien faire, on suppose que le PIB grimpe de 2% par an tous les ans ad vitam aeternam, si on veut obtenir cette courbe-là de la décarbonation du PIB, le 2% de croissance, il passe à combien? 1,5%, 1,2%, 0,5%, moins 3%, eh ben on n'en sait rien, mais ça aussi c'est une variable et il faut l'estimer. Mais du coup, il n'y a pas moyen d'observer les données quelque part, histoire d'avoir un indice? Alors il y a des études qui comparent les coûts des différentes technologies énergétiques. On peut comparer combien ça coûte de fournir 1000 watts de puissance avec du pétrole versus du vent ou du soleil. Mais le problème, c'est qu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs. Si tu constates que, je dis n'importe quoi, le prix de l'éolien correspond à 10 fois celui du pétrole, eh bien cette relation est fonction de tout un tas de variables. Et comme le pétrole, le charbon et le gaz sont les ressources énergétiques principales de notre usine, tu peux être certain que le prix de tout sur Terre est fonction du prix de ces 3 ressources. Or, dans les études économiques, pour prédire le prix futur d'une technologie, eh bien, on fige toutes les variables sauf celle de l'innovation. Sauf que constater que l'éolien coûte 10 fois plus cher que le pétrole, ça nous dit rien de plus que si les prix de tous les matériaux qui composent l'éolienne et aussi de tous les carburants qui ont été utilisés pour la fabriquer, donc forcément du pétrole, du gaz et du charbon, si tous ces prix-là ne changent jamais, alors l'éolien coûte 10 fois le prix du pétrole. Et comme on suppose qu'il y aura de l'innovation, eh ben on suppose que ce prix de l'éolien va diminuer. Sauf que toutes les autres variables changent aussi tout le temps. Exactement. Il y a fort à parier que la tendance observée du prix des renouvelables qui baisse, c'est inévitablement dû aux innovations et aux économies d'échelle, mais aussi aux énergies fossiles et aux métaux qui restent bon marché. Faire du renouvelable avec des engins miniers et des usines qui elles-mêmes fonctionnent au renouvelable, on n'a aucune idée de combien ça coûte. Alors, petite question de merde là, le prix du pétrole est fonction du prix du pétrole ? Bah oui, parce que le prix du pétrole aujourd'hui est en partie fonction du prix du pétrole du passé qui a servi à fabriquer le carburant que tu mets dans tes machines qui extraient le pétrole. Ouais, ok. Bon, encore un paramètre super difficile à estimer, quoi. Et ouais. Variable numéro 3, puisqu'on doit équilibrer les impacts négatifs des investissements verts sur la croissance avec ceux du réchauffement climatique, il nous faut une fonction de dommage du réchauffement climatique sur la croissance. Ici, on va chercher à construire un graphique avec en abscisse le réchauffement climatique planétaire moyen et en ordonnée la quantité de PIB perdue à cause de ce réchauffement climatique d'ici 2100, voire plus. Mais comment on peut savoir ça? Tant que le réchauffement climatique n'a pas eu lieu, tu peux pas savoir comment il va t'impacter. Je veux dire, ça sent encore le doigt mouillé, ça, non? Non. Certains économistes, plutôt les néoclassiques, pensent avoir trouvé une méthode empirique pour construire cette fonction de dommage. Ok, je suis curieux de voir ça.
Alors on commence par faire la liste des différents secteurs qui composent l'activité économique humaine. On va diviser ça en 3 grands secteurs. Le primaire, les mines, la pêche, l'agriculture, les fermes, la gestion des forêts. Le secteur secondaire, l'industrie en général, manufacture, transport, distribution d'eau et d'électricité, construction. Et puis le tertiaire, tous les services, santé, éducation, commerce, administration. Les économistes se sont dit, finalement, le réchauffement climatique impacte uniquement les activités faites en extérieur. Dès qu'on travaille dans un bureau, une usine ou un véhicule, dès qu'on est à l'intérieur, on peut mettre la clim. Donc, pas d'impact du réchauffement climatique. Oula, ça me semble un peu léger comme raisonnement. Du coup, on se rend compte que les activités des secteurs secondaires et tertiaires vont toujours avoir lieu en intérieur, dans des bâtiments où on peut contrôler la température. Conclusion, le réchauffement climatique n'impacte que les activités du secteur primaire. Or, il se trouve qu'en ordre de grandeur, ce secteur primaire compte pour environ 15% du PIB mondial. Ça fait donc 85% du PIB mondial qui n'est pas impacté par le réchauffement climatique. Ensuite, on va essayer d'estimer comment des variations de température vont gêner les activités du secteur primaire. Pour faire ça, on va comparer des activités similaires dans différents pays où les températures sont pas les mêmes pour voir s'il y a un lien entre fortes températures et moins de PIB. Et effectivement, on trouve que pour l'agriculture et l'élevage, il y a un lien, et pour le reste, il y a aussi un lien, mais quand même beaucoup plus faible, ce qui tend à montrer que le problème se trouve surtout au niveau de l'agriculture et de l'élevage. Mais comme ces activités ne représentent que 3% du PIB mondial, eh bien, même un dégât important sur un truc qui ne correspond à presque rien, ça donne un dégât global assez faible. Conclusion des observations des économistes, du point de vue du PIB, le réchauffement climatique n'est pas un truc qui pose réellement problème. Suis-je le seul à voir qu'il y a un souci majeur dans le raisonnement là ? Les secteurs sont connectés entre eux, si tu perds les mines et l'agriculture, c'est tout le reste qui fonctionne plus. C'est pas parce que perdre 700 grammes de cerveau ne change quasiment rien à ton poids total que ça va pas massivement impacter ta vie de tous les jours. Si tu perds la moitié de l'agriculture, tu perds la moitié de la population mondiale, donc tu perds la moitié de ton PIB. Oui, alors évidemment que les économistes ont pensé à ça, je te rassure. Ils savent bien que, même si c'est pratique pour les calculs, raisonner toutes choses égales par ailleurs peut poser de nombreux problèmes. Malheureusement, dès qu'ils veulent connecter les secteurs entre eux pour faire des prédictions plus précises, eh bien ils en reviennent à utiliser leur modèle qui suppose la substituabilité du capital. Dans le modèle des économistes, il n'y a aucun flux de ressources ou d'énergie sans lesquels l'usine ne peut pas fonctionner. Il n'y a que du capital qui a un effet positif sur l'usine. Quand on manque d'une forme de capital, des céréales par exemple, leur prix grimpe, les gens n'en veulent plus car c'est trop cher, les agriculteurs s'adaptent, ils font pousser autre chose à la place, l'industrie agroalimentaire s'adapte aussi, on propose de nouveaux produits et on repart comme en 40. Tout le monde s'adapte. Encore une fois, les modèles ne disent pas ce qu'on pourra faire pousser à la place de la céréale qui n'est plus adaptée, ni même si ce sera possible. Ils partent du principe qu'on pourra toujours faire pousser quelque chose moyennant une simple augmentation de prix. Donc en fait, même en connectant les secteurs entre eux, les estimations de dommages restent très faibles. Et c'est aussi pour ça que les économistes sont si mauvais pour prédire ou même évaluer les dégâts que pourrait causer une crise économique. Les modèles sont construits de telle sorte que les marchés sont à toute épreuve. Ils nous permettent de résister à tout et de nous adapter à tout. Ça paraît quand même incroyable de s'appuyer uniquement sur cette histoire de substitution. Il y a des contraintes techniques, il y a la physique, il y a les lois de la nature, l'homme ne peut pas tout faire ce qu'il veut non plus. Et puis là, les enjeux sont quand même majeurs. Alors effectivement, t'as raison, cette conclusion d'un réchauffement climatique qui n'impacte que très peu l'économie semble quand même assez étonnant. Du coup, certains économistes ont utilisé une autre méthode pour essayer de tirer les choses au clair. L'idée, c'est de prendre plusieurs régions d'un même pays, disons par exemple les États-Unis, et de comparer les niveaux de température et de PIB par habitant. Donc ici par exemple, on peut prendre le PIB par habitant sur l'axe des ordonnées et la température moyenne sur l'axe des abscisses. L'État de Floride se place ici. Très chaud, 21,5 degrés en moyenne, pour un PIB par habitant un peu en dessous de 40 000 $. Pour le Dakota du Nord, alors que la température moyenne est beaucoup plus basse, 5 degrés, le niveau de PIB par habitant est le même, autour de 40 000 $. On peut aussi prendre l'État du Wyoming, riche mais froid, et celui de la Californie, tout aussi riche mais beaucoup plus chaud. Et si on place tous les États, eh bien ça donne ça. Ok, et du coup on voit rien, c'est juste un nuage de points sans aucune tendance, j'ai pas l'impression en tout cas. Voilà, ce qui vient confirmer ce qu'on a dit plus tôt. On ne constate pas de corrélation forte entre température et PIB par habitant. Je cite Richard Tol, un chercheur en économie spécialiste de la question climatique. On observe que les gens prospèrent sous une multitude de climats, et aussi que sous des climats identiques, certains prospèrent et d'autres non. L'impact du climat sur l'activité économique n'a donc aucun support empirique.
Non, mais là, le biais de raisonnement, il est énorme. Enfin, je veux dire, les humains arrivent quelque part. Ok, le climat est stable, la faune et la flore y est adaptée. Donc, Homo sapiens peut tranquillement inventer des infrastructures, des activités pérennes qui sont adaptées au climat et à l'environnement local. Ok. Mais maintenant, tu prends toutes ces zones géographiques et tu leur changes leur climat. Faune, flore, infrastructures et activités sont plus adaptées. Donc, tout fout le camp. Observer que les êtres humains se sont adaptés à différents climats stables, c'est pas la même chose que de dire qu'on pourra tous s'adapter à des climats instables. Je veux dire, dans un monde avec un climat qui varie pas, tu peux pas observer les impacts d'une variation du climat sur l'activité économique. Ouais, t'as raison, l'argument est assez faible. Faut dire aussi que Toll est pas le plus renommé des économistes. J'ai mis sa démonstration parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on observe que différentes organisations humaines ont petit à petit réussi à s'adapter à des climats variés mais stables que ces organisations arriveront à s'adapter à un changement climatique généralisé. Parce que c'est aussi ça l'enjeu, le climat va pas uniquement changer à un endroit localisé qui pourrait bénéficier du soutien des autres endroits où rien ne change. Ça va changer partout à la fois. Et aussi, ça va changer à des vitesses et selon des amplitudes différentes, dans des régions où les capacités d'adaptation sont différentes. Et donc, ça va avoir des impacts très divers. Un changement donné dans une région riche n'aura pas le même impact que le même changement dans une région pauvre. Sachant qu'aujourd'hui, on sait bien que ce sont majoritairement les régions pauvres qui devront s'adapter aux plus gros impacts. On risque bien donc d'avoir une augmentation des inégalités. Et donc évidemment, tout ça est une expérience absolument inédite, inconnue. Collecter des données sur l'impact de climats différents mais stables sur des économies n'a rien à voir avec collecter des données sur l'impact d'une variation climatique sur ces mêmes économies. Eh ben oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Le mec aime bien répéter mes analyses. Bon, alors du coup, on fait quoi maintenant ? Eh bien, on reste très prudent sur les conclusions du modèle. Nordhaus construit une fonction de dommage du réchauffement climatique sur le PIB qui tient essentiellement compte des observations de variations de PIB issues des rendements agricoles et d'autres activités économiques qu'on estime impactées à différents endroits du globe. En gros, je regarde les rendements là où il fait chaud et je compare aux rendements là où il fait moins chaud. Et voilà un graphe qui reprend les différentes études publiées sur le sujet. Par exemple, cette étude-là, de Bocello et al., qui date de 2012, prédit un PIB mondial 0,5% plus bas pour un réchauffement climatique de 1,9 degré. Et dans son étude, il dit tenir compte de l'impact du réchauffement climatique sur la santé, la demande en énergie, le tourisme, l'élévation du niveau des mers, les inondations plus fréquentes, les rendements des sols, forêts et pêcheries. Ah ouais, rien que ça. Et alors en prenant tout ça en compte, pour lui, 1,9 degré en plus, c'est juste 0,5% de PIB en moins. Bah oui, mais c'est toujours pareil. Il y a plus de neige, on va à la mer, l'eau monte, on construit des digues, les inondations, on déménage ou on prend une meilleure assurance, les rendements agricoles, on plante autre chose, les arbres qui disparaissent, on passe au plastique, etc. Les marchés transmettent l'information, les agents sont rationnels, le capital est substituable, l'équilibre de marché est à peine bouleversé, donc zéro impact ou presque. Ouais, encore la puissance des hypothèses de départ, quoi. Alors à partir de ce graphe, on peut tracer une courbe qui fit plus ou moins bien les données et qui permet de faire apparaître une fonction de dommage qui va nous dire comment le PIB réagit au réchauffement climatique. Dans la dernière version du modèle de Nordhaus, la courbe ressemble à ça. Donc un réchauffement climatique de plus 4 degrés nous fait perdre 3,6 points de PIB en 2100. Évidemment, cette courbe est très largement critiquée et débattue. Non seulement la méthodologie des études est pour le moins discutable, mais en plus, on n'a presque pas d'études au-dessus de plus 3 degrés, si bien que, passé un certain point, la forme de la courbe est totalement inconnue. On pourrait très bien imaginer une cassure plus ou moins nette à cause d'un effet de seuil. Bon, ok, allez, c'est pas du doigt mouillé parce qu'il y a un effort, mais bon, je parierai pas mes économies sur la pertinence de cette courbe. Alors pour terminer, dernière variable, le taux d'actualisation. DICE est un modèle qui propose une trajectoire optimale. On cherche le bon compromis entre investissement vert et réchauffement climatique qui tous les deux coûtent du PIB et le but du jeu, c'est de mettre un maximum de dollars dans le réservoir à bien-être par personne. Mais du coup, on n'a pas encore posé la question de la temporalité. Puisqu'on décide en fonction de dollars mais que le réservoir est supposé compter du bien-être, est-ce qu'un dollar de plus dans ma poche aujourd'hui procure le même montant de bien-être que le même dollar dans ma poche en 2100 ? Ou même encore plus loin. Ah merde, je me rappelle de l'actualisation. C'était ce principe qui jouait pour évaluer la valeur des actions à partir des dividendes futurs. Ouais, l'idée est donc la suivante. J'ai un premier scénario où on réalise le plus tôt possible des investissements massifs pour limiter le réchauffement climatique. Dans le modèle DICE, ça veut dire stagnation du PIB pendant un certain temps, puis, le problème étant résolu, forte période de croissance.
Le deuxième scénario, c'est l'inverse. On se laisse aller le plus longtemps possible sans rien faire, croissance, puis on essaie tant bien que mal de résister aux dégâts du réchauffement climatique, très légère croissance. Quel est le scénario qui a ta préférence? Bon bah là, si on vise la prospérité à long terme, le scénario 1 est mieux, non? Eh bien, tout dépend du taux d'actualisation. Si 1 dollar aujourd'hui rapporte autant de bien-être qu'1 dollar en 2100, ce qui correspond à un taux d'actualisation de 0%, alors effectivement, le scénario 1 remplit davantage le réservoir à bien-être. Le remplissage du réservoir est donné par l'air sous les courbes. Donc, pour le premier scénario, le réservoir indique un remplissage de 596 contre 533 pour le scénario 2. Ok, d'accord, ouais, c'est logique, le remplissage est donné par l'intégrale. Bon, mais regarde comment les scénarios se comparent quand je monte le taux d'actualisation à 1%, 2%, 3% et enfin 4%. Ah d'accord, la supercroissance du futur du scénario 1 perd de sa valeur au fur et à mesure que le taux grimpe. Et quelque part, entre 1% et 2%, le scénario 2 devient celui qui remplit le plus le réservoir à bien-être. Plus on met un taux d'actualisation élevé, moins le futur, qu'il nous réserve des dégâts climatiques terribles ou une croissance économique exponentielle, a d'importance. Plus le taux d'actualisation est élevé, plus c'est le présent qui compte. Et on le comprend assez bien quand on regarde l'équation. Le PIB de 2100 actualisé, c'est le PIB en 2100 sans actualisation, divisé par 1 plus le taux d'actualisation élevé à la puissance du nombre d'années qui nous en sépare. Ici 80 ans. Donc, en partant d'un PIB en 2100 à 1000 $ et en utilisant un taux d'actualisation de 1%, on trouve un PIB actualisé qui nous apporte 450 $ de bien-être actuel. Mais en prenant un taux d'actualisation de 4%, eh bien, le bien-être tombe à 43 $ seulement, 10 fois moins. D'accord, donc ce taux d'actualisation, c'est comme un taux de à quel point on s'en fout de l'avenir en fait. Plus il est élevé, plus on se fout de ce qui peut arriver aux générations futures. Putain, tu parles d'une question existentielle. J'ose même pas imaginer le débat philosophico-politique pour fixer ce taux dans le modèle. Quelle est la valeur des générations futures par rapport à celle de maintenant? Va répondre à ça, toi. Eh ben, figure-toi que certains économistes, dont Nordhaus, défendent l'idée que ce taux est observable sur les marchés financiers. Observer la valeur des générations futures sur les marchés financiers, là où il y a des bulles spéculatives et tout. Est-ce que quelqu'un aurait fumé la moquette? Alors, pourquoi les marchés financiers? En fait, dans un modèle économique, la population, qui est composée de personnes immortelles qu'on appelle des agents, est confrontée à un choix. Soit elle consomme, elle profite des nouvelles richesses du présent, soit elle épargne. Elle choisit de reporter le moment où elle profitera des richesses produites par la société. Et elle reporte sa consommation à plus tard. Et ce qui motive les gens à faire ce dernier choix, c'est pas l'incertitude face à l'avenir, la peur de se retrouver au chômage, la nécessité de se construire un filet de sécurité. Toutes ces notions sont absentes des modèles. Non, dans la théorie, les gens épargnent parce qu'ils touchent un intérêt. Il faut en quelque sorte les convaincre d'épargner, sinon ils consommeraient l'entièreté de leurs revenus maintenant. On a donc des entreprises qui doivent proposer un taux d'intérêt suffisamment élevé aux épargnants pour qu'ils acceptent d'épargner, ce qui permet de financer l'investissement. Parce que dans les modèles, l'épargne est forcément prêtée aux entreprises, ce qui est faux. Il n'y a aucune raison d'avoir une égalité entre montant épargné et montant investi. Mais bref, donc dans le modèle économique, le taux d'intérêt qui rémunère l'épargne, qui correspond à la rencontre de l'offre des épargnants avec la demande d'investissement des entreprises, permet de mesurer la valeur que les agents accordent à la consommation dans le futur. Donc j'épargne aujourd'hui pour consommer dans le futur, ça ok, mais le taux d'intérêt que je reçois serait représentatif de ma préférence pour la consommation dans le présent. Eh ben oui, tu fais un calcul rationnel. 100 € aujourd'hui pour faire les magasins ou 100 € placés sur un compte à 3% qui te permettront de faire les magasins avec 103 € dans un an. Mais personne ne fait ce calcul en vrai. Les gens épargnent juste parce qu'ils se constituent une réserve au cas où, ou parce que leurs revenus sont supérieurs à ceux dont ils ont besoin. Alors oui déjà, et puis même si le taux d'intérêt qui rémunère l'épargne était issu d'un calcul rationnel permettant la rencontre d'une courbe de l'offre avec une courbe de la demande, dans la réalité l'épargne ne finance pas seule l'investissement, il y a la création monétaire aussi, donc qui fait partie de l'offre. Donc la position de la soi-disant courbe de l'offre ne dépend pas que des épargnants. Et puis, il y a les banques centrales qui fixent les taux directeurs à un niveau qu'elles choisissent arbitrairement. Ça aussi, ça modifie la position du soi-disant équilibre, parce que ces taux directeurs servent de référence à tous les autres taux.
Et puis d'ailleurs, un taux qui rémunère l'épargne, s'il n'y en a qu'un seul dans les modèles, il y en a des centaines dans la vraie vie, parce qu'il y a des centaines de placements, tous différents, en fonction des pays, des entreprises, des maturités, des types de produits financiers. Et puis aussi, dans les modèles, il n'y a qu'un seul agent représentatif de toute la population, qui en plus est immortel. Alors bon, en réalité, les gens vivent pas pour toujours, et puis aussi, tout le monde n'épargne pas. Observer un taux de préférence pour la consommation aujourd'hui sur des marchés financiers, c'est accepter que seuls les plus riches adultes des pays riches ont le droit de donner leur avis sur l'avenir, sur la valeur des générations futures. Souvent d'ailleurs, ce sont uniquement les plus riches adultes des Américains, parce qu'on se focalise sur les marchés financiers US. Et en plus, c'est pas une personne égale une voix, parce que plus t'es riche, plus tu as les moyens d'acheter une grande quantité de produits financiers, et donc de faire bouger les taux. Ah ouais! Autant j'avais l'intuition de la débilité de l'idée, autant j'avais pas du tout pensé à tout ça. Bon d'accord, donc une fois qu'on a fait les ajustements, on se rend compte à quel point le modèle colle pas du tout avec la réalité là. Et pourtant, on a eu une superbe controverse Stern-Nordhaus, un débat sans fin et sans aucun consensus sur la manière d'observer sur les marchés financiers le vrai taux d'actualisation qu'il faut utiliser dans les modèles. Si tu veux mon avis, ce genre de débat n'a absolument aucun sens, on s'écharpe sur une notion, le taux de préférence pour la consommation dans le présent, qui n'a pas de réalité dans notre monde à nous, qui est beaucoup plus complexe. La question de la valeur des générations futures ne se résoudra pas à coup d'observations empiriques sur des marchés financiers. Elle nécessite d'inclure dans le débat toutes les autres sciences sociales, et aussi la philosophie, et elle nécessite aussi sûrement un débat politique. Il faut poser la question aux gens pour savoir ce qu'ils en pensent. Bref, en tout cas, le taux d'actualisation est un paramètre majeur de DICE. Comme on l'a vu, une différence minime dans l'estimation de ce taux permet de trancher entre des scénarios complètement différents. Ok, bon. Alors ça y est, là, on a fini, on a tous les paramètres ? On a largement simplifié, mais oui, on les a. Taux de croissance naturelle de l'économie, taux de réduction naturelle de l'intensité carbone du PIB, impact des investissements verts sur le taux de croissance, fonction de dommage du réchauffement climatique sur le PIB, et taux d'actualisation. Ok, bon, et alors qu'est-ce qui nous donne comme résultat là, ce modèle de Nordhaus ? Eh ben on voit ça dans la prochaine partie, qui sera aussi celle de la conclusion. Il est temps. Alors, quels sont les résultats obtenus par Nordhaus une fois son modèle DICE paramétré ? Il obtient ces trois courbes-là. La première te donne la trajectoire optimale d'émissions de CO2. On passe par un maximum autour de 40 milliards de tonnes émises en 2050, puis la courbe descend pour atteindre zéro émission au milieu du 22e siècle et devient même carrément négative au cours des 300 années qui suivent. Ce qui laisse entendre que l'humanité aura transité d'une industrie émettrice de CO2 à une industrie capable de retirer ce CO2 de l'atmosphère. La deuxième courbe, c'est celle de la température optimale. Tel que le modèle a été calibré, le réservoir à bien-être est rempli au maximum quand le réchauffement climatique passe par un pic à plus 4 degrés en 2150, avant de diminuer pour petit à petit se stabiliser à plus de degrés d'ici 500 ans. Enfin, dernière courbe, c'est la trajectoire de prix du carbone qu'il faudrait fixer au niveau mondial pour que le scénario se réalise. L'idée serait de faire payer chaque entreprise, particulier et État pour chaque tonne de CO2 qu'il émet. En effet, la croyance en la perfection des marchés pour transmettre une information est toujours présente. Pour se débarrasser d'une certaine forme de capital, ici des ressources fossiles émettrices de CO2, il suffit de donner un prix en constante augmentation aux émissions de CO2 afin que les agents trouvent des substituts et s'en détournent. Pas besoin donc de régulation, de taxes ou de normes sur tel ou tel produit, telle ou telle activité, pas besoin de politique industrielle publique, pas besoin d'orienter la recherche, le marché autorégulateur fera de lui-même tout le travail. Ce prix du CO2 en augmentation est aussi la raison pour laquelle la technologie de captation du CO2 pour le retirer de l'atmosphère est supposée apparaître. Les émetteurs doivent payer pour émettre, mais les extracteurs se font payer pour retirer. Appât du gain, donc création d'une technologie d'extraction du CO2 de l'atmosphère. Extraire du carbone de l'atmosphère ? On sait faire ça ? Disons qu'on expérimente. Pour que ce soit significatif, il faudrait que ça devienne une industrie gigantesque, au moins aussi énorme que l'industrie qui se charge d'extraire le pétrole, le charbon et le gaz aujourd'hui. Alors que pour le moment, on a l'équivalent de rien du tout en fait. Mais bon, des modèles comme DICE supposent que cette industrie géante verra forcément le jour si le prix du carbone est suffisamment incitatif. Et encore une fois, c'est un sacré pari parce qu'on n'a aucune idée de la faisabilité de ce genre de choses.
C'est aussi un potentiel frein à l'action parce que certaines entreprises extractrices d'énergie fossile proposent des plans de développement dans lesquels, plutôt que de diminuer l'extraction et l'usage des fossiles, eh bien, ils expliquent qu'ils vont développer ou financer des projets d'extraction de CO2 de l'atmosphère. Ça leur permet de communiquer sur le fait que leur vision à long terme de leurs activités est alignée sur l'accord de Paris signé en 2015 lors de la COP 21. Sauf que la vision repose sur une techno qui n'existe pas et dont on n'a aucune idée de si elle existera un jour. C'est ça. Super. Solide raisonnement donc. Alors pour Nordhaus, on a une trajectoire optimale à plus de degrés, mais ça c'est uniquement en 2500, quand on aura retiré plein de CO2 de l'atmosphère avec une techno inconnue. Et sinon, c'est plus 4 degrés à la fin de ce siècle. Je suis pas certain que les scientifiques du climat soient d'accord pour dire que c'était un scénario optimal. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais la dernière glaciation c'était genre 5 degrés de moins, et on avait quand même les océans 120 mètres plus bas et la Grande-Bretagne et le Canada sous des glaciers de 3 km d'épaisseur. Du coup, plus 4 degrés, donc presque l'équivalent mais dans l'autre sens, un truc qu'on n'a pas vu sur Terre depuis genre 10 millions d'années, ça me semble quand même être un changement de ma boule. Il faut quand même en avoir une sacrée paire pour proposer ça. Ben ouais, mais les scientifiques du climat n'ont pas calculé les dégâts du réchauffement climatique sur le PIB. Ouais, comme s'il y avait que le PIB qui comptait là, comme si on pouvait tout mesurer à coups de dollars. Et donc on a donné un Nobel à un mec qui nous dit « Allez-y les gars, plus 4 degrés, sans souci ». Alors que du côté de la team Limits to Growth, j'imagine qu'il n'y a pas de Nobel en vue, forcément. Alors attention, Nordhaus chope le Nobel pour avoir créé DICE, pas pour l'avoir paramétré de la manière dont il l'a fait. Et puis, il est complètement transparent sur sa calibration, sa méthodologie pour évaluer les paramètres est évidemment critiquable, mais il ne l'applique pas secrètement dans son labo. Nordhaus a aussi été récompensé du prix Nobel pour sa transparence. DICE est disponible en libre accès, avec toute la documentation nécessaire pour le comprendre, et ce depuis sa création. Ce modèle a été repris, transformé, modifié par des dizaines de chercheurs. Nordhaus a aussi, par sa renommée, largement popularisé la recherche sur le réchauffement climatique dans la discipline économique. Même s'il est vrai qu'il y a carrément un courant de pensée en économie qui s'appelle économie écologique, fondé par Kenneth Boulding dans les années 60, qui n'adopte pas d'ailleurs les postulats de départ des néoclassiques et donc qui n'est pas considéré comme orthodoxe. Du coup, voilà, peu de chances d'être nobelisé, difficile de trouver des financements, etc. Bon, il n'empêche que c'est bien un néoclassique, Nordhaus, qui a le premier cherché à intégrer le réchauffement climatique dans un modèle économique. Et puis, pour finir, il n'y a pas de Nobel en dynamique des systèmes, donc voilà, pas moyen d'avoir un Nobel. Mais cela dit, le modèle World 3 est très connu du grand public, beaucoup plus que DICE. Tout le monde en parle. Donc niveau recherche, que ce soit en partant de DICE ou de World 3, les financements sont pas trop difficiles à trouver et la science peut avancer. Ouais, ok. Donc tu veux pas qu'on dise que Nordhaus est méchant et que la team Limits to Growth, elle est gentille, quoi. Tu veux être dans la nuance. Disons que je pense pas que ce soit cette histoire de gentil versus méchant qu'il faille retenir de tout ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, World 3 est construit autour de l'intuition suivante. L'humanité vit sur une planète finie qui lui fournit les ressources essentielles à sa survie et à son développement. Les résultats du modèle sont contraints, limités, par les deux hypothèses centrales que sont la finitude de la planète et la dépendance de l'humanité au flux physique qu'elle en extrait. Donc, dans les hypothèses de World 3, il est écrit que l'humanité doit choisir un mode de développement en accord avec ces deux contraintes immuables. World 3 obtient un effondrement quand, malgré les ressources qui deviennent rares et la pollution qui s'accumule, l'humanité continue de s'entêter sans jamais vouloir faire autre chose que du productivisme. Même alors que la production agricole ralentit, que l'usine ne fonctionne plus correctement, l'humanité s'acharne à vouloir produire toujours plus de tout, sans aucun discernement. Est-ce vraiment réaliste, Lors des chocs pétroliers de 73 et de 79 par exemple, alors que l'Europe manquait de pétrole, un rationnement a été organisé. L'aviation, l'éclairage public et l'automobile ont dû réduire leur consommation et on a réservé le pétrole aux secteurs prioritaires, agriculture et industrie. Ce genre de réaction n'est pas modélisable dans World 3. De plus, on n'a aucun moyen scientifique de vérifier que le modèle est correctement calibré, qu'il modélise de manière fidèle les différentes rétroactions, qu'il n'en oublie pas certaines ou même que les simplifications qu'il fait ont un sens. Cela dit, l'intérêt du modèle, à mon sens, c'est de partir d'une contrainte physique comme base de raisonnement pour avoir ensuite une discussion politique. World 3 nous dit « Les lois de la nature ne sont pas discutables. Notre civilisation doit se donner des objectifs en accord avec ces contraintes naturelles. » Sous-entendu, le politique, nos objectifs de société, est contraint par les lois du monde qui nous entourent et dont nous faisons partie.
Encore une fois, peut-être que World 3 n'a pas su capturer correctement cette contrainte naturelle, mais le message reste quand même le même. Le but que nous fixons à nos sociétés doit être décidé en fonction de certaines contraintes naturelles. Si on doit utiliser des modèles pour nous aider à décider de ce qu'on veut faire, il faut partir de la contrainte physique. Et si effectivement on pense que World 3 se trompe pas dans sa description de nos activités productivistes et des limites de notre planète, alors le modèle nous donne un indice sur le fait qu'il est bien possible que le productivisme nous emmène droit dans le mur. Pas de prédiction ni de preuve, juste un indice basé sur de la modélisation. DICE, quant à lui, est construit autour d'une intuition de départ complètement différente. L'humanité produira toujours plus de richesses, quoi qu'il arrive. L'homme en veut toujours plus, il est dans sa nature d'échanger et de former des marchés qui permettent la meilleure allocation du capital, mélange de ressources et de machines et substituable à volonté, et du travail, permettant ainsi la croissance. Cette croissance est à la fois l'objectif de l'humanité, ce qui interdit tout débat politique sur un objectif différent, et la contrainte élémentaire du modèle. Là où World 3 pose comme contrainte fondamentale la dépendance de l'humanité à des ressources planétaires finies, DICE la pose comme étant l'inéluctabilité de l'enrichissement humain. C'est d'ailleurs la variable 0 de DICE, le taux de croissance, le taux d'enrichissement de l'humanité ad vitam aeternam. Tout ce qu'un réchauffement climatique, une éventuelle finitude de certaines ressources ou n'importe quelle autre contrainte peut faire, c'est ralentir la croissance. Et le rôle de l'économiste, dans ce cadre de raisonnement, c'est d'indiquer aux politiques les choix qui permettront à cette vitesse d'enrichissement de rester maximale. Mais il faut bien comprendre qu'on peut tout faire dire à DICE. En tripotant la fonction de dommage et le taux d'actualisation, on peut lui faire dire que c'est la trajectoire à plus de degrés qui est optimale. Il y a à mon sens deux limites majeures à DICE. La première, c'est que l'objectif de l'humanité n'est pas négociable, la population n'a pas le droit au chapitre. DICE suppose qu'il est dans notre nature de faire augmenter le PIB. Et la deuxième limite, c'est la malléabilité du modèle. Ceux qui pensent que le réchauffement climatique est une maladie pas trop grave, que c'est au contraire le médicament, la disruption des marchés par un prix du carbone très élevé ou par des régulations diverses, qui peut s'avérer être très grave, ceux-là, dont fait partie Nordhaus, peuvent utiliser DICE pour donner un caractère scientifique à leur opinion. Il suffit de construire une trajectoire optimale en supposant qu'il y aura beaucoup d'innovation, on va retirer le carbone de l'atmosphère, un fort taux d'actualisation, une fonction de dommage qui minimise les dégâts, etc. Et idem du coup pour ceux qui sont dans l'autre camp. En retournant toutes ces variables inconnues et imprévisibles, on peut faire dire à DICE que c'est très grave et qu'il faut agir au plus vite. Le modèle s'adapte facilement à toutes les opinions en fonction de la manière dont on le paramètre. Ce qu'il faut absolument retenir, à mon avis, ce sont donc les points de départ des deux démarches. D'un côté, on a un modèle d'ingénieur qui part d'une contrainte de flux physique pour cadrer les possibles, qui se trompe peut-être dans l'exécution, on n'en sait rien, mais qui laisse quand même la place au débat politique quant à l'objectif que l'humanité souhaite poursuivre, et qui avertit sur l'éventualité d'un effondrement. Et de l'autre, on a une science humaine, l'économie néoclassique, qui construit son raisonnement sur une croyance ou une simplification issue de la philosophie morale. Cette croyance, ce point de départ du raisonnement, rejeté d'ailleurs par les autres sciences sociales, c'est celle d'une humanité composée d'individus égoïstes qui, parce qu'il est dans leur nature d'en vouloir toujours plus, forment des marchés autorégulateurs qui permettent un enrichissement perpétuel. Dans ce cadre de raisonnement, pas de débat possible sur l'objectif de l'humanité et pas de doute non plus sur sa capacité à continuer de s'enrichir. Finalement, entre World 3 et DICE, les résultats sont dans les hypothèses de départ.